Elle a été chassée parce qu'elle était noire. Le lendemain, elle était propriétaire de la boutique. Cette histoire d'injustice et de revanche va vous faire bouillir de rage, mais aussi vibrer d'espoir. Si vous avez déjà été victime de discrimination, partagez votre histoire dans les commentaires avec le mot « justice ». Et dites-nous d'où vous nous lisez. Maintenant, plongez dans ce récit où l'arrogance rencontre son châtiment. Dans l'éclat scintillant de l'avenue des Champs-Élysées, au cœur de Paris, la boutique de cosmétiques de luxe Lumière Élégance se dressait comme un temple dédié à la beauté et à l'exclusivité. Ses vitrines de verre, polies à la perfection, réfléchissaient de la lumière du soleil, attirant les regards des passants fortunés. À l'intérieur, des lustres en cristal diffusaient une lueur douce sur des produits de beauté exposés comme des œuvres d'art, chaque flacon et chaque palette portant des prix que peu pouvaient se permettre. C'était un monde où l'argent parlait plus fort que les mots, où l'apparence dictait la valeur, et où les préjugés se cachaient derrière des sourires polis. Amara Johnson, une femme noire d'une élégance discrète, entra dans ce sanctuaire avec l'assurance tranquille d'une personne qui n'a rien à prouver. Vêtue d'un jean sombre de haute qualité, d'un pull en cachemire crème et de mocassins en cuir fait main, elle ne portait aucun logo ostentatoire, juste une alliance en or blanc ornée d'un diamant qui valait plus que le salaire annuel de n'importe quel employé de la boutique. Amara, épouse du milliardaire de la technologie Nathan Carter, n'était pas là pour impressionner. Elle cherchait simplement des produits pour la peau avant un gala de charité qu'elle avait organisé ce soir-là. Un événement où chaque place coûtait 50 000 €. Mais à peine avait-elle franchi le seuil que l'atmosphère changea. Les murmures des vendeurs s'éteignirent, et les regards se tournèrent vers elle, non pas avec l'accueil chaleureux réservé aux clients VIP, mais avec une suspicion froide et calculée. Victor Langlais, le directeur de la boutique, un homme grand aux cheveux gris impeccablement coiffés et au costume taillé sur mesure, l'observa depuis son bureau vitré. Son badge, plus discret que ceux des autres employés, portait son nom en lettres dorées. Victor Langlais, directeur général. Ses yeux bleus glacés scrutèrent Tamara de haut en bas, s'arrêtant sur ses vêtements simples, son absence de sac à main de marque et son attitude posée. Pour Victor, elle n'appartenait pas à ce monde. Il s'approcha d'elle avec un sourire qui ne réchauffait rien, un rictus qui trahissait son mépris. « Puis-je vous aider à trouver la sortie ?» demanda-t-il, sa voix dégoulinante de condescendance. « Ce n'est pas un musée pour les touristes. » Les mots frappèrent Tamara comme une gifle, mais elle garda son calme, sa dignité intacte. « En fait, » répondit-elle, sa voix mélodieuse mais ferme, « je suis intéressée par la collection limitée là-bas. J'ai un événement ce soir et je veux tester le nouveau sérum éclaircissant. » Les yeux de Victor se plissèrent, son sourire s'élargissant en une grimace moqueuse. « Ces produits représentent un investissement considérable, » dit-il, appuyant sur le mot « considérable » comme s'il s'adressait à une enfant incapable de comprendre la valeur de l'argent. « Avez-vous une preuve de revenu, une pièce d'identité? Comment puis-je être sûr que vous pouvez vous permettre ces articles? Nous avons eu des problèmes avec certaines personnes qui viennent juste toucher des produits de luxe sans intention d'acheter. » Et ce n'est qu'une... Le terme « certaines personnes » flottait dans l'air, chargé de sous-entendus racistes. Amara sentit une chaleur monter dans sa poitrine, un mélange de colère et d'incrédulité. En 15 ans de shopping dans des boutiques de luxe à travers le monde, de Dior à Paris, à Bulgarie, à Milan, jamais on ne lui avait demandé de prouver sa solvabilité avant même de toucher un produit. « Je ne transporte pas mes relevés bancaires quand je fais du shopping », répondit-elle, un léger tremblement d'irritation perçant dans sa voix. « Et je ne pense pas que vos autres clients soient tenus de présenter des documents financiers avant d'acheter. » Elle désigna d'un geste subtil la zone VIP, où une femme blonde d'une 50aine d'années, vêtue d'un manteau Chanel et portant un sac Birkin, sirotait du champagne tout en testant des échantillons de crème. « Je n'ai pas vu vous demander leur relevé bancaire à elle. » L'expression de Victor se durcit, son vernis de politesse craquant pour révéler un mépris brut. Il se pencha vers elle, baissant la voix mais augmentant son venin. « Ces articles coûtent plus que ce que vous gagnez en un an. Vous êtes ici pour mendier des échantillons gratuits ou pour prendre des photos pour Instagram. Nous ne sommes pas un décor pour vos fantasmes de réseaux sociaux. » Il jeta un coup d'œil à son téléphone, visible dans la poche de son jean. « Laissez-moi deviner,
Vous voulez faire des selfies avec des produits que vous ne pouvez pas acheter pour impressionner vos abonnés? Ou peut-être espérez-vous des échantillons gratuits? Nous ne faisons pas l'aumône ici, et nous ne servons pas les gens comme vous. Chaque mot était un coup calculé, destiné à la rabaisser, à lui rappeler qu'à ses yeux, elle n'avait pas sa place dans ce temple de l'exclusivité, peu importe ce qu'elle pouvait réellement se permettre. La boutique s'était tue, les clients et les employés observant la scène. Une femme d'âge mûr, Margaret Dubois, une cliente régulière connue pour ses dépenses extravagantes, ricana bruyamment depuis le comptoir VIP. « Bravo, Victor !» lança-t-elle, son verre de champagne à la main. Enfin quelqu'un qui remet ses gens à leur place. Son commentaire attisa les murmures approbateurs de quelques clients, tandis que d'autres détournaient le regard, mal à l'aise mais silencieux. Une jeune vendeuse, Lily Moreau, âgée d'à peine 20 ans, s'approcha timidement de Victor. « Monsieur Langlais, je pense qu'il y a un malentendu, » commença-t-elle, sa voix tremblante. Victor la foudroya du regard. « Retourne à ton poste, Lily, ou tu seras la prochaine à partir, » cracha-t-il, la faisant reculer, les joues rouges de honte. Amara, toujours composée, sentit une colère froide monter en elle. Elle n'était pas étrangère à la discrimination. Elle avait grandi dans un modeste appartement à Belleville, fille d'immigrés sénégalais qui avaient tout sacrifié pour lui offrir une éducation. Diplômée de l'école polytechnique et titulaire d'un MBA de l'INSEAD, elle avait gravi les échelons par son intelligence et sa détermination, mais jamais elle n'avait été humiliée aussi publiquement. Victor leva la main, faisant signe à la sécurité. « Nous avons une perturbatrice », annonça-t-il assez fort pour que tous l'entendent. « Une autre touriste sans le sou qui fait perdre notre temps. » Deux agents de sécurité, des hommes imposants en costume noir, s'approchèrent rapidement. L'un d'eux, Pierre, attrapa le bras d'Amara avec une force inutile, tandis que l'autre, Jacques, la saisit par l'autre bras, la soulevant presque du sol de marbre poli. « Ne me touchez pas », dit Amara avec fermeté, sa voix portant l'autorité d'une femme habituée à diriger des conseils d'administration. « Je partirai seul. » Mais ils n'écoutaient pas. Ils la traînèrent vers la sortie, leurs doigts s'enfonçant dans ses manches en cachemire, passant devant des vitrines scintillantes remplies de produits hors de prix. Les clients s'écartèrent, certains filmant la scène avec leur téléphone, d'autres murmurant des commentaires désobligeants. Margaret, toujours au comptoir VIP, éclata de rire. « Regardez-la, elle pensait vraiment qu'elle pouvait se permettre quelque chose ici, » lança-t-elle, son ton dégoulinant de mépris. Un adolescent, qui accompagnait sa mère dans la boutique, ricana et posta immédiatement la vidéo sur les réseaux sociaux avec la légende « Quand tu essaies de jouer les riches, mais que tu te fais jeter ». L'humiliation était calculée, conçue pour être publique et dégradante, un spectacle destiné à renforcer l'idée que lumière-élégance était réservée à une élite triée sur le volet. Alors qu'il la poussait à travers les portes vitrées sur le trottoir des Champs-Élysées, Amara trébucha légèrement mais retrouva rapidement son équilibre. Avec une dignité délibérée, elle lissa son pull, ajusta une mèche de cheveux dans son chignon impeccable et prit une profonde inspiration. Derrière les vitres, Victor et son équipe l'observaient, certains avec des sourires satisfaits, d'autres avec une gêne mal dissimulée. Victor, les bras croisés, arborait un air de triomphe, comme un roi surveillant l'exil d'un indésirable. Amara sortit son téléphone, ses doigts ornés de son alliance scintillant sous la lumière. « Nathan !» dit-elle d'une voix tremblante, non pas de peur, mais d'une rage contenue. « Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » À l'autre bout de la ligne, Nathan Carter, un homme dont la fortune dépassait le PIB de plusieurs petits pays, écouta en silence. « Je m'en occupe », répondit-il, sa voix calme mais lourde d'une promesse de justice. Ce que Victor Langlais ignorait, ce qu'il ne pouvait même pas imaginer en regardant Amara s'éloigner avec un sourire méprisant, c'était qu'il venait de commettre l'erreur de sa vie. Amara Johnson n'était pas née dans l'opulence. Fille d'immigrés sénégalais, elle avait grandi dans un petit appartement à Belleville, où son père travaillait comme chauffeur de taxi et sa mère comme femme de ménage dans un hôtel. Leur sacrifice avait permis à Amara de décrocher une bourse pour l'école polytechnique, puis un MBA à l'INSEAD. Son intelligence et sa ténacité l'avaient propulsée dans le monde des affaires, où elle gérait des projets caritatifs internationaux avec une grâce et une efficacité qui forçaient l'admiration. C'était lors d'un gala de bienfaisance qu'elle avait rencontré Nathan Carter, un milliardaire noir qui avait révolutionné l'industrie technologique.
Contrairement aux autres qui cherchaient à s'attirer ses faveurs, Amara l'avait à peine remarqué, trop occupée à s'assurer que l'événement se déroulait sans accroc. Cette indifférence à sa richesse avait piqué l'intérêt de Nathan, et leur relation, discrète mais profonde, s'était épanouie. Leur mariage, célébré il y a 3 ans dans l'intimité, avait été marqué par la décision d'Amara de conserver son nom de jeune fille professionnellement. « Mes parents m'ont donné ce nom », avait-elle expliqué. « Ils portent leur voyage, leur sacrifice. Je ne le laisserai pas disparaître. » Ce jour-là, Amara n'avait pas prévu de faire étalage de sa richesse ou de son statut. Elle était entrée dans lumière élégance avec une simplicité étudiée, son uniforme quotidien. Un jean sombre, un pull en cachemire et des mocassins en cuir qui, bien que discrets, coûtaient plus que ce que la plupart des employés gagnaient en un mois. Elle n'avait pas de sac à main de marque, pas de bijoux ostentatoires, juste une alliance qui aurait dû signaler à quiconque y prêtait attention qu'elle n'était pas une cliente ordinaire. Mais pour Victor Langlais, elle n'était qu'une intruse, une femme noire qui osait pénétrer dans son royaume d'exclusivité. Alors qu'elle examinait la collection limitée, des flacons en verre soufflés à la main ornés de perles récoltées de manière durable, elle sentit la présence froide de Victor derrière elle. Son regard, chargé de jugement, la détailla de la tête aux pieds, s'arrêtant sur ses vêtements, son absence de logo, et même sa posture, qu'il interpréta comme une audace déplacée. L'incident ne s'arrêta pas à l'échange verbal. Alors que les agences de sécurité la traînaient vers la sortie, un troisième employé, un jeune homme nommé Julien, ricana bruyamment. « Retourne à Belleville !» lança-t-il, déclenchant un éclat de rire chez Margaret et quelques autres clients. Ces mots, évoquant le quartier populaire où Amara avait grandi, étaient une insulte ciblée, un rappel cruel des stéréotypes raciaux qu'il avait suivis toute sa vie. Lily, la jeune vendeuse, tenta à nouveau d'intervenir, saisissant le bras de Victor. « Monsieur, vous faites une erreur », plaida-t-elle, les larmes aux yeux. Mais Victor, furieux, la repoussa. « Si tu veux garder ton travail, tais-toi et retourne à ton poste », aboya-t-il. Lily recula, humiliée, tandis que les autres employés restaient silencieux, complices par leur inaction. Sur le trottoir, alors qu'Amara ajustait son pull, un groupe de touristes s'arrêta pour filmer la scène, l'un d'eux criant « C'est ce qui arrive quand on essaye de jouer dans la cour des grands ». La vidéo, déjà en ligne, accumulait des milliers de vues, chaque commentaire raciste et moqueur attisant la colère d'Amara. Debout sur les Champs-Élysées, Amara prit une profonde inspiration, ses yeux sombres brillant d'une détermination froide. Elle composa le numéro de Nathan, sa voix tremblante de rage contenue. « Ils m'ont humilié, Nathan. Ils m'ont traité comme une criminelle devant tout le monde. » À l'autre bout, Nathan resta silencieux un instant avant de répondre. « Ils vont regretter ça. Donne-moi le nom du manager et l'adresse exacte. » Amara, marchant lentement le long de l'avenue, répondit d'une voix claire. « Victor Langlais. Lumière élégance, Champs-Élysées, la boutique principale. » Elle fit une pause, regardant la façade scintillante de la boutique où Victor se tenait toujours, les bras croisés, un sourire arrogant sur le visage. « Je vais marcher un peu pour me calmer », ajouta-t-elle. « Demande à Thomas de me récupérer au café Le Fouquet's dans 1 heure. » Alors qu'elle s'éloignait, la foule continuait de murmurer, certains pointant leur téléphone vers elle, espérant capturer un moment de faiblesse. Mais Amara ne leur donna pas cette satisfaction. Elle marcha, la tête haute, chaque pas renforçant sa résolution. Ce que Victor et son équipe ignoraient, ce qu'ils ne pouvaient même pas concevoir, c'était que l'humiliation qu'ils venaient d'infliger allait déclencher une tempête qui ferait s'écrouler leur monde d'exclusivité. Dans les heures qui suivraient, Lumière Élégance découvrirait ce qu'il en coûtait de juger une femme par la couleur de sa peau, et Amara Johnson deviendrait leur pire cauchemar. L'humiliation subie par Amara Johnson dans la boutique Lumière Élégance sur les Champs-Élysées n'était pas un incident isolé, mais le dernier maillon d'une chaîne de préjugés soigneusement entretenue par Victor Langlais et son équipe. Alors que la nuit tombait sur Paris, l'appartement terrasse d'Amara et Nathan Carter, niché dans un immeuble haussmannien donnant sur la Seine, vibrait d'une énergie électrique. Les grandes baies vitrées laissaient entrer les lumières scintillantes de la ville, mais à l'intérieur, l'atmosphère était lourde de colère et de détermination. Amara, toujours vêtue de son pull en cachemire froissé par les mains brutales des agents de sécurité, faisait les 100 pas dans le salon minimaliste, ses mocassins claquant doucement sur le parquet en chêne.
Nathan, grand et imposant, était au téléphone, sa voix basse mais vibrante d'une intensité qui faisait trembler l'air. « Je veux que ce soit fait avant l'aube », ordonna-t-il à son conseiller juridique, Marc Dubois, un homme connu pour sa capacité à conclure des acquisitions complexes en un temps record. Pinnacle Luxury Group est vulnérable. Rachetez leurs actions. Toutes. À l'autre bout de la ligne, Marc confirmait. Nous avons déjà commencé. Leur conseil d'administration est en panique après leur dernier trimestre. Nous pouvons obtenir 65% des parts avant l'ouverture des marchés. Nathan raccrocha, ses yeux sombres rencontrant ceux d'Amara. « Ils vont payer », murmura-t-il, non pas comme une promesse, mais comme une certitude absolue. Amara hocha la tête, son visage un masque de dignité, mais ses mains tremblaient légèrement, trahissant la rage qui bouillonnait en elle. « Ce n'est pas seulement pour moi, Nathan, » dit-elle, sa voix coupante comme un rasoir. « C'est pour toutes les personnes qu'ils ont humiliées avant moi. » Les souvenirs de l'après-midi revenaient par vagues, chaque détail attisant sa colère. Le rictus moqueur de Victor Langlais, les rires cruels de Margaret Dubois, cliente VIP qui avait applaudi son expulsion, et les mots venimeux de Julien, le jeune employé qui lui avait crié de « retourner à Belleville ». Mais ce qui la faisait trembler de rage, c'était le silence complice des autres employés, ceux qui avaient détourné le regard pendant que les agents de sécurité la traînaient dehors comme une criminelle. Elle pensa à Lily Moreau, la jeune vendeuse qui avait tenté de s'interposer, seulement pour être réduite au silence par la menace de Victor. Et puis, il y avait les vidéos, déjà virales sur les réseaux sociaux, où des inconnus se moquaient d'elle, la traitant de mendiante et de profiteuse. Chaque commentaire raciste, chaque insulte était une blessure supplémentaire, mais aussi un carburant pour la tempête qu'elle et Nathan préparaient. « Ils pensent qu'ils peuvent nous briser », dit Amara, s'arrêtant pour regarder Nathan. « Ils pensent que l'argent et le pouvoir leur donnent le droit de décider qui a de la valeur. » Nathan s'approcha, posant ses mains sur ses épaules. Ils vont apprendre ce que ça coûte de se tromper de cible. Pendant que Paris dormait, l'équipe de Nathan travaillait sans relâche. Dans un bureau discret du 8e arrondissement, une armée d'avocats, d'analystes financiers et de stratèges s'activait sous la direction de Marc Dubois. Les écrans clignotaient de graphiques boursiers, de rapports d'entreprise et de données sur Pinnacle Luxury Group, la société mère de Lumière Élégance. « Ils ont 50 boutiques dans le monde », expliqua Marc à Nathan lors d'un appel à minuit. « Leur valorisation est d'1 milliard d'euros, mais leurs dettes les rendent vulnérables. Nous avons déjà sécurisé 40% des actions via des transactions offshore. D'ici 4h30, nous aurons le contrôle majoritaire. » Nathan, assis dans son bureau à domicile, un espace épuré avec une vue sur la tour Eiffel, acquiesça. « Assurez-vous que personne ne sache que c'est nous jusqu'à ce que tout soit signé. » Il jeta un coup d'œil à Amara, qui lisait un rapport sur son iPad, ses yeux plissés par la concentration. Elle avait insisté pour participer, analysant les données financières de Pinnacle avec la précision d'une ancienne élève de l'INSEAD. « Leur modèle repose sur l'exclusivité, dit-elle, relevant la tête. Mais cette exclusivité est construite sur l'exclusion. Ils ciblent une clientèle blanche et riche, et ils forment leur personnel pour rejeter quiconque ne correspond pas à cette image. » Nathan hocha la tête. « C'est exactement ce que nous allons changer. Mais avant de parler de transformation, il fallait confronter le passé. » Amara et Nathan savaient que l'incident de la veille n'était pas une anomalie. Des souvenirs d'autres injustices remontaient à la surface, alimentant leur détermination. Amara se rappela une femme qu'elle avait rencontrée lors d'un gala caritatif, Aïssata Diallo, une mère célibataire qui avait été poussée par la sécurité de Lumière Élégance après avoir osé demander un échantillon. Aïssata, une infirmière qui économisait depuis des mois pour s'offrir un produit de luxe pour son anniversaire, avait été traitée comme une voleuse, son sac fouillé devant tout le monde avant qu'on ne la jette dehors. Puis il y avait Malik, un étudiant en chimie qui avait visité la boutique pour un projet de recherche, seulement pour être accusé de vol après avoir touché un flacon. Les agents de sécurité l'avaient plaqué au sol, ses lunettes cassées sous leurs bottes, tandis que les clients regardaient en riant. Et enfin, il y avait Jamal, un ancien employé de Lumière Élégance, qui avait contacté Amara après avoir vu la vidéo virale. Jamal, un jeune homme noir qui avait travaillé comme vendeur, avait été licencié après avoir dénoncé les pratiques discriminatoires de Victor. On nous disait de prioriser les clients qui avaient l'air riches.
avait-il expliqué à Amara lors d'un appel. Et on savait tous ce que ça voulait dire. Les blancs, les clients avec des sacs de marque. Si je servais un client noir, Victor me réprimandait, disant que je perdais mon temps. Ces histoires, et tant d'autres, alimentaient la rage d'Amara et Nathan. Chaque injustice était une preuve de plus que Lumière Élégance n'était pas seulement une boutique, mais un système conçu pour exclure et humilier. Alors que l'aube approchait, Marc confirma que l'acquisition était complète. « Pinnacle est à nous », annonça-t-il. « Nous contrôlons 65% des actions. Le conseil d'administration a été informé il y a 10 minutes. Ils sont en état de choc. » Nathan sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Parfait. Préparez l'équipe. Nous serons à la boutique à 9h58 précise. » Amara, qui avait écouté la conversation, posa son iPad. « Je veux qu'il voie de mon visage, » dit-elle. « Je veux que Victor comprenne exactement ce qui l'a déclenché. » Le lendemain matin, les Champs-Élysées étaient animés par le ballet habituel des touristes et des hommes d'affaires. Mais à 9h58, un silence étrange s'abattit sur l'avenue. 2 Rolls-Royce Phantom noirs, identiques et rutilantes, s'arrêtèrent devant Lumière Élégance. Leur design sur mesure, avec des intérieurs en cuir bordeaux, était si exclusif qu'il fallait attendre 1 an pour en obtenir une. Thomas, le chauffeur d'Amara, celui-là même qui avait assisté à son humiliation la veille, sortit avec une précision militaire pour ouvrir la portière. Amara émergea du premier véhicule, vêtu d'un tailleur blanc immaculé qui semblait capter la lumière du matin. Ses cheveux, coiffés en un chignon élégant, étaient ornés d'une simple épingle en or. Aucun bijou ostentatoire, aucun logo, juste une présence qui imposait le respect. Nathan sortit du second véhicule, son costume gris anthracite taillé sur mesure soulignant sa stature imposante. Derrière eux, 4 SUV noirs Escalade s'alignèrent en un demi-cercle protecteur, d'où émergèrent 12 hommes et femmes en costumes exécutifs, chacun portant une mallette en cuir gravée du logo de Carter Technologies. Ce n'était pas une visite, c'était une opération. À l'intérieur de Lumière Élégance, les employés s'agitaient, sentant une tension inhabituelle. Les vitrines étaient ajustées avec une nervosité feinte, tandis que des chuchotements circulaient. La vidéo de l'expulsion d'Amara avait fait le tour du groupe de discussion interne des employés pendant la nuit, accompagnée de rumeurs sur son identité. Certains avaient ri, pensant qu'elle n'était qu'une cliente insignifiante. D'autres, comme Lily, n'avaient pas dormi, rongés par la culpabilité. Victor Langlais, alerté par le remue-ménage, sortit de son bureau, ajustant sa cravate avec un sourire qu'il réservait aux clients VIP. « Tout le monde à son poste », ordonna-t-il, sa voix ferme mais teintée d'une légère inquiétude. « Peu importe qui ils sont, ce sont toujours des clients. » Lily, pâle et nerveuse, s'approcha de lui. « Monsieur Langlais, je crois que c'est Nathan Carter, le milliardaire. » Victor la coupa, son sourire vacillant. « Je sais qui c'est, » mentit-il, bien qu'il commençât à sentir le sol se dérober sous ses pieds. À 10h précises, les portes s'ouvrirent. Amara entra la première, ses talons claquant sur le marbre comme un compte à rebours. Derrière elle, Nathan, suivi de leur équipe, avançait avec une autorité silencieuse. La boutique entière se figea, le murmure des conversations s'éteignant comme si quelqu'un avait coupé le son. Victor, qui tenait une tasse de café, la laissa tomber, le liquide éclaboussant ses chaussures impeccables. « Non, » murmura-t-il, son visage blêmissant. « Ce n'est pas possible. » Mais c'était bien réel. Amara, la femme qui l'avait humilié la veille, se tenait devant lui, entourée d'une puissance qui faisait trembler les fondations de son monde. « Bienvenue à Lumière Élégance », balbutia-t-il, sa voix tremblante, tentant de reprendre le contrôle. « Monsieur Carter, c'est un honneur. En quoi puis-je vous aider aujourd'hui ?» Il fit un pas vers Amara, son sourire forcé trahissant sa panique. « Et bienvenue à vous aussi, madame. » Il s'arrêta, réalisant qu'il ne connaissait même pas son nom, mais ses yeux la reconnurent immédiatement. La femme qui l'avait fait expulser, celle qui l'avait traitée de mendiante, était de retour, et elle n'était pas seule. Amara le regarda, son expression neutre mais ses yeux brûlants d'une colère contenue. Elle ne tendit pas la main qu'il offrait maladroitement. Le silence qui suivit était suffocant, forçant Victor à baisser la main, ses joues rougissant de Sheffield. Nathan s'avança, sa voix résonnant dans la boutique comme un verdict. « Je crois que vous avez rencontré ma femme hier, »
dit-il, chaque mot prononcé avec une précision froide. Vous l'avez humiliée, agressée physiquement et expulsée de votre boutique parce qu'elle était noire. Un murmure choqué parcourut les employés, certains échangeant des regards alarmés. Julien, l'employé qui avait crié l'insulte raciste, sortit de l'arrière-boutique et se figea en reconnaissant Amara. Son visage passa de l'indifférence professionnelle à la peur pure. « Monsieur Langlais, bégaya-t-il s'approchant de Victor, il faut que vous sachiez quelque chose. »« Pas maintenant, Julien, » siffla Victor, sa voix tremblante de panique. Mais il était trop tard pour les excuses. Nathan fit signe à une femme de son équipe, Claire Beaumont, une avocate aux cheveux gris coupés courts et à l'air implacable. Elle tendit à Victor une mallette en cuir ornée du logo de Carter Technologies. « Qu'est-ce que c'est » demanda Victor, ses mains tremblantes en saisissant la mallette. « Des documents de transfert de propriété » répondit Nathan, sa voix aussi tranchante qu'une lame. À 4h30 ce matin, Carter Technologies a acquis 65% des actions de Pinnacle Luxury Group, la société mère de Lumière Élégance. La salle se figea. La musique d'ambiance, un piano doux, sembla s'arrêter net. Victor ouvrit la mallette, ses doigts trébuchant sur les documents juridiques qui confirmaient l'impensable, une acquisition exécutée avec une précision militaire. « C'est impossible !» bredouilla-t-il, sa voix à peine audible. « Lumière a 50 boutiques dans le monde, une valorisation d'1 milliard d'euros. » Claire l'interrompit, sa voix froide et professionnelle. « Le conseil d'administration n'a pas eu le choix. Nous avons acheté les actions pendant la nuit. Ils ont été informés il y a une demi-heure. » Nathan ôta ses lunettes de soleil, les glissant dans sa poche. « Je pourrais acheter 500 boutiques comme la vôtre, monsieur Langlais, » dit-il, son ton dénué de chaleur. « Votre entreprise entière représente moins de 2% de ma fortune. » Les implications de ces paroles résonnèrent dans la salle. Les employés, qui hier encore suivirent les ordres de Victor, réalisèrent qu'ils faisaient de face à leur nouveau propriétaire. Une vendeuse, Sophie, laissa tomber un verre d'eau, le bruit résonnant comme un coup de feu. Nathan consulta sa montre, un modèle discret mais probablement plus cher que le salaire annuel de n'importe quel employé. « La boutique ouvre dans 1 minute, » dit-il. « Mais avant, nous allons tenir une réunion d'urgence. » Comme une chorégraphie, son équipe se déploya, guidant les employés vers le centre de la boutique. Victor, toujours figé, serrait la mallette comme un naufragé s'accrochant à une bouée. Alors que les employés formaient un demi-cercle nerveux, Nathan fit signe à Claire de lancer une présentation. Les lumières se baissèrent, et un écran descendit du plafond. Des images de sécurité apparurent, montrant des scènes de lumière élégance à travers le monde. Dans chaque clip, le schéma était le même. Les clients blancs étaient accueillis chaleureusement, tandis que les clients de couleur étaient ignorés ou suivis avec méfiance. « Ce n'est pas une coïncidence, » dit Nathan, sa voix vibrante de colère contenue. « C'est une politique systématique appliquée par les embauches, les formations et l'exemple des dirigeants. » Puis vinrent les images de la veille. La boutique entière regarda Amara entrer, être ignorée, puis abordée par Victor. Chaque commentaire méprisant, chaque regard dédaigneux était diffusé en haute définition. Quand les agences de sécurité la traînèrent en dehors, des exclamations choquées remplirent la salle. Lily, les larmes aux yeux, murmura « Je suis désolé. » Julien, le visage blême, tenta de s'éclipser, mais un membre de l'équipe de Nathan l'arrêta. « Personne ne part, » dit Nathan, son ton sans appel. Victor, trempé de sueur, se leva. « C'était un malentendu, » plaida-t-il. « Nous recevons tant de gens qui viennent juste pour prendre des photos. Nous devons protéger l'exclusivité de notre marque. » Nathan le fixa, ses yeux perçants. « Exclusivité, parlons de ce que cela signifie vraiment. » Il fit signe à Claire, qui ouvrit les portes. 5 personnes entrèrent, des clients de couleur ayant subi des discriminations similaires. Une femme, Dr. Amina Sow, chirurgienne, raconta comment on lui avait dit que les produits étaient hors de sa portée. Un homme, Vikram Patel, gestionnaire de fonds, décrivit être suivi par la sécurité malgré une dépense de 30 000 €. Une troisième, Carmen Lopez, juge, avait été dirigée vers l'entrée du personnel. Chaque témoignage était un coup de poignard, exposant un système pourri jusqu'à la moelle. Puis vinrent 3 ex-employés, dont Jamal. « On m'a licencié pour avoir dénoncé Victor, » dit-il, sa voix tremblante de rage. « Il m'a dit que je ne comprenais pas la clientèle de Lumière. »
Les employés étaient maintenant silencieux, certains baissant les yeux, d'autres échangeant des regards horrifiés. Victor, effondré sur sa chaise, bredouilla. « J'ai une famille, une hypothèque. » Nathan le coupa, implacable. « Comme les candidats qualifiés que vous avez rejetés à cause de leur couleur de peau. Votre famille s'adaptera. Eux, non. » Il se tourna vers l'Assemblée. À midi, toutes les boutiques Lumière Élégance fermeront pour restructuration. Une vague de panique traversa la salle. Sophie, la vendeuse, cria. « Vous ne pouvez pas faire ça, j'ai des clients, des objectifs de vente. » Nathan la fixa. « Vous avez ignoré ma femme hier pour servir Madame Dubois. Votre historique montre un service sélectif. » Amara prit la parole, sa voix calme mais tranchante. « Vous n'aviez pas besoin de savoir qui j'étais pour me traiter avec respect. Vous m'avez jugé sur mon apparence. C'est une erreur que vous ne commettrez qu'une seule fois. » Alors que la sécurité escortait les employés dehors, l'équipe de Nathan distribuait des enveloppes de licenciement. Victor, brisé, restait immobile, son royaume d'exclusivité réduit en cendres. La colère d'Amara et Nathan, alimentée par des années d'injustice, avait déclenché une révolution. Lumière Élégance ne serait plus jamais la même. La boutique Lumière Élégance, autrefois un bastion de l'exclusivité arrogante sur les Champs-Élysées, était devenue un champ de ruines symbolique après l'acquisition fulgurante par Nathan Carter et la confrontation explosive menée par Amara Johnson. Les portes de la boutique principale s'étaient refermées à midi, les stores électroniques baissés, laissant les clients VIP confus agglutinés sur le trottoir, leurs sacs de shopping de luxe ballottant comme des reliques d'un monde révolu. À l'intérieur, les employés, encore sous le choc de la réunion d'urgence, quittaient les lieux un par un, escortés par l'équipe de Nathan, chacun tenant une enveloppe contenant leur avis de licenciement. Victor Langlais, l'ancien directeur, restait assis, seul au milieu du sol de marbre, la mallette contenant les documents de transfert de propriété serrés contre lui comme un bouclier dérisoire. Son visage, autrefois marqué par un rictus de supériorité, était maintenant blême, ses mains tremblantes. Amara, debout au centre de la boutique, observait la scène avec une dignité inébranlable, mais ses yeux brûlaient d'une colère qui ne s'était pas apaisée. Ce n'était pas seulement sa propre humiliation qui la consumait, les rires cruels de Margaret Dubois, les insultes racistes de Julien, l'indifférence des autres employés, mais le poids de toutes les injustices que ce lieu avait infligées à tant d'autres avant elle. Nathan, à ses côtés, posa une main douce sur son épaule, un geste de soutien qui parlait de leur partenariat indéfectible. « Ce n'est que le début, » murmura-t-il. « Nous allons tout reconstruire, mieux, plus juste. » Amara hocha la tête, sa voix ferme malgré la tempête intérieure. « Ils pensaient pouvoir nous briser. Ils vont découvrir ce que c'est de perdre tout ce qu'ils ont construit sur le mépris. » Mais l'histoire ne s'arrêtait pas à la fermeture des portes. Alors que la nouvelle de l'acquisition de Pinnacle Luxury Group par Carter Technologies se répandait comme une traînée de poudre, Victor Langlais tenta une dernière manœuvre désespérée pour sauver sa réputation. Dans les heures qui suivirent, il inonda les réseaux sociaux de messages venimeux, publiant sur des forums anonymes et des comptes secondaires. « Cette femme a tout inventé », écrivait-il, accusant Amara d'avoir orchestré un scandale pour attirer l'attention. Elle est venue dans ma boutique, habillée comme une mendiante, pour provoquer un incident et extorquer de l'argent. Ces publications, amplifiées par des trolls et des comptes racistes, déclenchèrent une vague de commentaires haineux. « Retourne d'où tu viens », écrivait l'un. « Les gens comme elle ne devraient pas être autorisés dans des boutiques de luxe », lançait un autre. Chaque mot était une nouvelle blessure, un rappel cruel que l'injustice ne s'arrêtait pas aux portes de la boutique. Amara, en découvrant ces attaques en ligne depuis son appartement, sentit une rage nouvelle monter en elle. « Ils ne s'arrêteront jamais », dit-elle à Nathan, ses doigts serrant son téléphone si fort que ses jointures blanchirent. « Ils pensent qu'ils peuvent continuer à nous réduire à des stéréotypes, même maintenant. » Nathan, les mâchoires serrées, tapa un message rapide à son équipe de communication. « Détruisez-le », ordonna-t-il. « Trouvez chaque post, chaque commentaire, et exposez-les. » Pendant ce temps, une autre révélation alimenta la fureur d'Amara. Sarah Dubois, une ancienne employée de Lumière Élégance, contacta Amara via un message privé. Sarah, une femme d'une trentaine d'années d'origine maghrébine, avait travaillé comme vendeuse sous les ordres de Victor pendant 2 ans. Dans un témoignage déchirant, elle révéla avoir été harcelée par Victor, qui lui faisait des remarques sexistes et racistes, la menaçant de licenciement si elle parlait.
Il m'a dit que je devais être reconnaissante d'avoir un travail dans une boutique aussi prestigieuse, écrivit Sarah. Quand j'ai signalé son comportement à la direction régionale, ils m'ont licencié pour manque de performance. Sarah avait gardé le silence par peur, mais la vidéo virale d'Amara l'avait poussée à parler. Vous m'avez donné du courage, ajouta-t-elle. Je veux que tout le monde sache ce qu'il a fait. Amara, lisant ces mots, sentit une colère incandescente l'envahir. Ce n'était pas seulement son histoire, c'était celle de Sarah, d'Aïssata, de Malik, de Jamal et de tant d'autres qui avaient été écrasés par le système toxique de lumière-élégance. Elle répondit à Sarah, « Vous n'êtes plus seule, nous allons faire tomber ce système, ensemble. » 6 mois plus tard, la transformation était spectaculaire. La boutique des Champs-Élysées, autrefois un temple intimidant de l'exclusivité, avait été métamorphosée. Les vitrines de verre froide avaient été remplacées par une façade chaleureuse, ornée de lettres dorées élégantes. Harmony, le nom, choisi par Amara, incarnait sa vision. Un luxe accessible, où la beauté n'était pas réservée à une élite triée sur le volet. Amara, désormais directrice créative de la marque, avait supervisé la refonte non seulement de cette boutique, mais des 50 boutiques Harmony à travers le monde. Les lustres en cristal avaient été remplacés par un éclairage doux et accueillant. Les vitrines étaient ouvertes et accessibles, et les prix, bien que toujours élevés, étaient affichés clairement, bannissant l'idée que demander le coût était vulgaire. Mais le changement le plus frappant était l'équipe. Les employés, autrefois une cohorte homogène de jeunes femmes blanches triées pour leur apparence, reflétaient désormais la diversité de Paris, des hommes et des femmes de toutes origines, âges et morphologies. Chaque badge portait non seulement un nom, mais aussi les langues parlées par l'employé, créant des ponts immédiats avec une clientèle internationale. Lily Moreau, la jeune vendeuse qui avait tenté d'intervenir pour Amara, avait été réembauchée et promue responsable de formation, son courage récompensé par une place dans la nouvelle vision d'Harmony. La grande réouverture attira une foule immense, les fils s'étendant sur plusieurs pâtés de maison. Les magazines de mode, les journaux économiques et les influenceurs se bousculaient pour couvrir l'événement. « Nous créons quelque chose d'inédit », déclara Amara à la presse, debout devant la façade d'Harmony, son tailleur blanc éclatant sous les flashs des photographes. Un luxe sans exclusion, une qualité exceptionnelle pour quiconque la valorise, peu importe son apparence ou les suppositions qu'on pourrait faire sur elle. À l'intérieur, les clients étaient accueillis par une équipe formée à reconnaître la dignité de chaque personne, et non à juger sur des critères superficiels. Les produits, toujours luxueux, étaient désormais accompagnés de descriptions détaillées de leurs ingrédients. Un clin d'œil à l'exigence d'Amara pour la transparence, héritée des sacrifices de sa mère, qui avait souffert de réactions cutanées à cause de produits bas de gamme. Mais l'histoire de Victor Langlais n'était pas terminée, et son sort alimenta la colère des spectateurs. Exilé du monde du luxe, il travaillait désormais dans une chaîne de cosmétiques Discount, Value Beauty, dans un centre commercial de banlieue. Vêtu d'un gilet rouge criard, il servait des clientes avec une politesse forcée, son arrogance brisée. Un jour, une jeune femme noire entra, posant des questions détaillées sur des fonds de teint. « Oui, madame, dit-il, sa voix dépourvue de l'assurance d'antan. Nous avons 16 teintes adaptées aux peaux foncées. Voulez-vous tester des échantillons ?» L'ironie était cuisante. L'homme qui avait humilié Amara pour son apparence servait maintenant des clientes qu'il aurait autrefois ignorées. Les rumeurs sur son passé circulaient, et les regards méprisants des clientes qui connaissaient son histoire le suivaient comme une ombre. Aucune boutique de luxe n'avait accepté son CV après le scandale, son nom devenu synonyme d'échec dans l'industrie. Pendant ce temps, Victor n'avait pas abandonné ses tentatives de revanche. Dans une ultime tentative désespérée, il engagea un avocat véreux pour intenter un procès contre Carter Technologies, alléguant une acquisition illégale. Le procès, largement médiatisé, fut un désastre. L'équipe juridique de Nathan, menée par Claire Beaumont, présenta des preuves accablantes. Des enregistrements de caméras de sécurité, des témoignages d'anciens employés comme Sarah et Jamal, et même des captures d'écran des postes racistes de Victor. Le tribunal rejeta l'affaire en moins d'1 heure, et Victor fut condamné à payer les frais de justice, le laissant encore plus brisé. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les hashtags
#, Justice pour Amara et #Harmony Revolution devenant viraux. Les commentaires racistes qui avaient suivi l'incident initial furent de noyés sous une vague de soutien, des milliers de personnes partageant leurs propres histoires de discrimination. « J'ai été suivi dans une boutique de luxe à Milan parce que j'étais noir », écrivait une femme. « On m'a dit que je ne pouvais pas me permettre un sac à main à Londres », ajoutait un autre. Chaque témoignage renforçait la mission d'Amara et Nathan, transformant leur colère en un mouvement mondial. Dans les coulisses, Amara lança l'initiative des nouveaux créateurs d'Harmony, un programme révolutionnaire pour soutenir les talents issus de milieux défavorisés. Dans un atelier au-dessus de la boutique principale, elle mentorait personnellement 10 designers par an, leur offrant des ressources, une formation commerciale et une plateforme pour vendre leurs créations. Parmi les premiers participants figurait Sarah, l'ancienne employée qui avait dénoncé le harcèlement de Victor. Sa collection de soins capillaires, inspirée des recettes traditionnelles de sa grand-mère algérienne, occupait une vitrine spéciale près de l'entrée d'Harmony. « Le talent est partout », expliqua Amara lors d'une conférence de presse. « L'opportunité, non, nous comblons cet écart. » L'initiative attira l'attention mondiale, des créateurs du Sénégal, du Maroc, et d'ailleurs postulant pour rejoindre le programme, transformant Harmony en un incubateur de rêves. Un après-midi tranquille, une jeune femme, Awa, entra dans Harmony. Ses vêtements étaient simples, son regard hésitant alors qu'elle observait les vitrines. Autrefois, elle aurait été ignorée ou suivie par la sécurité. Au lieu de cela, une employée, Fatou, l'accueillit chaleureusement, lui proposant des échantillons sans poser de questions sur sa capacité à payer. Amara, qui passait par là, s'approcha. « Ce sérum a changé ma routine, » dit-elle, pointant un produit qu'Awa admirait. « Voulez-vous l'essayer avant de décider ?» La conversation qui suivit fut une connexion authentique, pas une vente. Quand Awa mentionna qu'elle étudiait la chimie cosmétique, Amara lui tendit un dépliant sur l'initiative des nouveaux créateurs. « Nous cherchons des esprits innovants, » dit-elle. « Pensez à postuler. » Ce moment, simple mais puissant, incarnait la vision d'Harmony, un lieu où chacun pouvait briller, indépendamment de son apparence ou de son passé. Chaque soir, Amara réunissait son équipe pour une réflexion quotidienne, une pratique qu'elle avait instaurée dès le premier jour. « Qu'est-ce que le vrai luxe ?» demanda-t-elle un soir, sa voix résonnant dans la boutique vide. « Ce n'est pas ce que vous possédez, c'est créer un espace où chacun peut rayonner. Comment avez-vous aidé quelqu'un à briller aujourd'hui ?» Les réponses variaient. Une employée avait aidé une cliente timide à trouver le parfait rouge à lèvres, un autre avait traduit pour un touriste japonais, mais toutes reflétaient un changement profond. Les statistiques racontaient une histoire que l'industrie du luxe jugeait impossible. 73% des employés d'Harmony étaient issus de minorités, 68% des postes de direction occupés par des femmes et des personnes de couleur. La satisfaction des employés atteignait 92%. Et la clientèle s'était diversifiée, reflétant la véritable démographie des villes où Harmony opérait. Les revenus avaient bondi de 34% par rapport à ceux de Lumière Élégance, prouvant que l'inclusion était non seulement juste, mais aussi rentable. Le secteur du luxe, secoué par le succès d'Harmony, fut forcé de suivre l'exemple. Les marques concurrentes se précipitèrent pour diversifier leurs équipes et repenser leurs pratiques discriminatoires. Ce qui avait commencé par une femme jugée pour sa couleur de peau avait catalysé un mouvement qui remodelait une industrie entière. Amara et Nathan, debout dans leur bureau donnant sur la boutique, regardaient les clients affluer, leurs visages rayonnant de fierté et de détermination. « Ce n'est pas seulement une revanche, » dit Amara, sa voix empreinte d'une force tranquille. « C'est un héritage. » Nathan acquiesça, ses yeux sur l'horizon parisien. Un héritage qui dit au monde « plus jamais ». L'industrie du luxe ne serait plus jamais la même, et tout avait commencé par un acte d'injustice transformé en révolution. L'histoire d'Amara Johnson et de Nathan Carter dans la saga de Lumière Élégance, devenue Harmony, est bien plus qu'un simple récit de revanche ou de justice. C'est une parabole puissante sur la résilience, le pouvoir de la dignité face à l'humiliation et la capacité de transformer une injustice en un mouvement de changement durable. En tant que Français, où la culture valorise l'élégance, l'égalité proclamée et une certaine idée de la justice sociale, cette histoire résonne profondément avec nos valeurs, tout en mettant en lumière les failles persistantes de nos sociétés. À travers cette réflexion, explorons les émotions suscitées par ce récit,
les leçons qu'il nous enseigne et comment nous pouvons les appliquer dans nos vies quotidiennes, dans un esprit qui allie la passion française pour la justice à une volonté d'agir concrètement. Une colère justifiée face à l'injustice. Le récit d'Amara, traîné hors de lumière élégance sous les rires cruels de clients comme Marguerite Dubois et les insultes racistes de Victor Langlais, suscite une colère viscérale. Cette indignation n'est pas seulement due à l'injustice subie par Amara, mais à son universalité. Qui, en France, n'a jamais ressenti ou été témoin d'un jugement basé sur l'apparence, la couleur de peau ou le statut social? Que ce soit dans une boutique chic des Champs-Élysées, un restaurant étoilé ou même un bureau administratif, les préjugés sont une réalité tenace. L'humiliation publique d'Amara, amplifiée par les vidéos virales et les commentaires haineux en ligne, reflète une douleur collective, celle des innombrables personnes marginalisées par des systèmes qui privilégient l'apparence au mérite. Cette colère est légitime, car elle naît d'une violation de l'idéal français d'égalité, inscrit dans la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Mais cette colère ne doit pas rester stérile. Elle doit devenir un moteur de changement, comme Amara et Nathan l'ont démontré. Ce qui rend cette histoire particulièrement poignante, c'est la dignité d'Amara face à l'adversité. Malgré les insultes, les regards méprisants et les mains brutales des agents de sécurité, elle reste composée, refusant de donner à ses bourreaux la satisfaction de la voir s'effondrer. Cette force intérieure, cette capacité à maintenir sa dignité, est une leçon universelle. En France, où l'élégance ne se mesure pas seulement par les vêtements, mais par la manière de se tenir face aux épreuves, Amara incarne une forme de grâce sous pression. Sa colère, contenue mais puissante, se transforme en action réfléchie, un trait que nous, Français, admirons dans nos figures historiques comme Simone Veil ou Victor Hugo, qui ont canalisé leur indignation en réformes durables. Leçon à tireur. L'inclusion comme force. La transformation de lumière. Élégance en harmonie offre une leçon essentielle. L'inclusion n'est pas seulement une question de morale, mais une stratégie gagnante. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 73% des employés d'Harmonie issus de minorités, 68% des postes de direction occupés par des femmes et des personnes de couleur, et une augmentation de 34% des revenus. Ces résultats prouvent que la diversité n'est pas un sacrifice, mais une richesse. En France, où les débats sur l'intégration et la diversité sont souvent passionnés, cette histoire nous rappelle que l'exclusion est non seulement injuste, mais aussi contre-productive. Les entreprises, les institutions et même les individus qui jugent sur l'apparence ou les origines perdent des talents, des idées et des opportunités. Une autre leçon clé est le pouvoir de l'action collective. Amara et Nathan n'ont pas agi seuls. Ils se sont appuyés sur une équipe d'avocats, de stratèges et d'anciens employés comme Sarah et Jamal qui ont osé dénoncer les injustices. En France, où l'histoire est marquée par des mouvements collectifs, des grèves ouvrières aux manifestations pour les droits civiques, cette dynamique résonne. Elle nous enseigne que le changement ne vient pas d'un individu isolé, mais d'une communauté unie par un objectif commun. L'initiative des nouveaux créateurs d'harmonie, en offrant une plateforme à des talents marginalisés, incarne cet esprit de solidarité, rappelant que chacun peut contribuer à un monde plus juste. Enfin, l'histoire met en lumière l'importance de confronter ses propres préjugés. Les employés de Lumière Élégance, complices par leur silence, illustrent combien il est facile de se laisser entraîner dans un système discriminatoire. En France, où l'on valorise l'introspection et la responsabilité individuelle, cette leçon est cruciale. Nous devons nous demander, dans quelle situation avons-nous détourné le regard face à une injustice? Avons-nous, même inconsciemment, jugé quelqu'un sur son apparence ou ses origines? Le programme de formation d'harmonie sur les préjugés inconscients, dirigé par Amara, est un modèle que nous pouvons adopter dans nos écoles, nos entreprises et nos cercles sociaux pour cultiver une conscience accrue. Application dans la vie quotidienne. Comment appliquer ces leçons dans nos vies en France? D'abord, nous pouvons adopter une posture de vigilance face aux discriminations, qu'elles soient ouvertes ou subtiles. Dans un café parisien, une boutique de luxe ou un bureau, nous devons refuser de rester silencieux face à des comportements injustes, comme Lily l'a tenté en s'opposant à Victor. Cela demande du courage, mais, comme le montre l'histoire,
Un seul geste peut inspirer un mouvement plus large. Ensuite, nous pouvons promouvoir l'inclusion dans nos propres cercles. Que ce soit en embauchant des talents divers dans nos entreprises, en soutenant des créateurs issus de milieux défavorisés, ou en écoutant les histoires de ceux qui sont marginalisés, nous pouvons créer des espaces où chacun se sent valorisé. À l'image d'Amara, qui a mentoré des designers comme Sarah, nous pouvons utiliser nos ressources, qu'il s'agisse de temps, d'argent ou de réseau, pour ouvrir des portes à d'autres. Enfin, nous devons nous engager dans une réflexion personnelle sur nos préjugés. Participer à des formations sur les biais inconscients, lire des témoignages de personnes discriminées ou engager des conversations difficiles avec nos proches peut transformer notre manière de voir le monde. En France, où l'on chérit le débat intellectuel, ces discussions sont un moyen de grandir collectivement et de bâtir une société plus équitable. L'histoire d'Amara et Nathan est un cri de ralliement pour tous ceux qui croient en la justice et en la dignité humaine. Elle nous rappelle que chaque acte d'injustice, aussi douloureux soit-il, peut être le point de départ d'une transformation profonde. Alors, agissons ensemble pour faire de l'inclusion une réalité, non seulement dans les boutiques de luxe, mais dans chaque coin de notre société. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait bouillir de colère ou vibrer d'espoir, montrez votre soutien. Cliquez sur « J'aime ». Partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires de justice et de triomphe. Dans les commentaires, écrivez « Justice pour tous » et partagez votre propre expérience ou d'où vous nous regardez. Ensemble, faisons entendre nos voix pour un monde où personne ne sera jugé pour son apparence, mais célébré pour son caractère. À bientôt pour une nouvelle histoire qui changera votre regard sur le monde.